Bonjour, bienvenue dans Parole d'experts, l'émission qui donne la parole aux experts dans leur domaine respectif pour discuter de leurs réalisations et de leur vision. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Gnoumou, un pionnier de la télémédecine en Afrique. Chirurgien de formation, il est également le président de Nazumki Global Medical Network, une organisation qui révolutionne l'accès aux soins grâce à la télémédecine. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours, son expertise et discuter des enjeux et des opportunités que la télémédecine offre au système de santé. Bienvenue, Dr Gnoumou. Bonjour, merci. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter aux téléspectateurs? Oui, je suis, comme vous l'avez dit, docteur Sayave Gnoumou, je suis originaire du Burkina Faso, où j'ai fait mes études de médecine. Je fais partie de la toute première promotion de l'École supérieure des sciences de la santé, qui a changé de nom aujourd'hui. Donc j'ai fait mon doctorat là-bas, j'ai continué un peu en Côte d'Ivoire, et puis je suis venu ici, j'ai fait la chirurgie, la médecine d'urgence et la cancérologie clinique. Donc ça, c'est au niveau de ma formation académique. Ici, j'ai travaillé dans différents hôpitaux, que ce soit, c'est par exemple Saint-Joseph, ou à Compiègne aussi, et puis à la fin dans le privé, la polyclinique d'Aubervilliers, et j'étais médecin correspondant de l'hôpital américain, où je faisais partie de l'équipe de chirurgie. Donc ça, c'est mon parcours. Voilà. C'est le parcours professionnel. Vous avez un parcours très impressionnant. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette voie Dans la médecine, dans la médecine? vous allez rigoler, j'ai jamais choisi. D'accord. Ça m'a été imposé. Parce que, en fait, moi, depuis le lycée, j'étais assez actif. J'étais un des dirigeants du mouvement scolaire dans mon pays et même du mouvement étudiant. Ça faisait que à l'époque, j'étais une sorte de cible pour aussi les autorités en particulier, parce que quand je vois tout ce que les gens disent aujourd'hui, c'est ce que nous on disait avant depuis de très longtemps. Et du coup, quand je faisais le bac, je l'ai fait dans des conditions assez particulières où je n'allais même pas en classe. D'accord. Et le proviseur, puisque les orientations, vous faites votre choix, et le directeur de l'établissement fait des recommandations, et puis l'État décide. Moi, tout ce que j'avais mis, le directeur avait barré simplement et il n'a fait aucune recommandation. Ils ont même essayé de me faire en sorte que je passe pas le bac, puisqu'ils ont fait disparaître mon dossier. Et finalement, quand j'ai eu le bac, mes profs m'avaient orienté dans une école préparatoire pour ingénieur. Et c'est ce que je voulais, parce que mes profs avaient estimé que s'ils faisaient rien, moi, j'allais finir sur le carreau. Mais quand ça a été fait, ils ont refusé. J'avais aucune orientation. J'allais à la direction d'orientation des bourses. Ils m'ont dit tout simplement, vous êtes interdit de sortir du territoire. Je dis, bon, alors je fais quoi? Alors, vous êtes là, on verra. Et puis après, il me prend son papier. Ah, d'ailleurs, c'est bon, on va ouvrir une faculté de médecine, on vous met là. Je dis, ah non, 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 moi je ne peux pas faire médecine, ça m'intéresse. Je ne peux pas, ils vont me chasser. Il dit, non, on vous met là. Et on veut vous avoir sous l'œil. C'est comme ça que j'ai fait médecine. D'accord. Au final, c'est bien réussi. Oui, finalement, j'ai aimé. À partir de la 3e année, j'aimais bien. Mais il faut savoir que à cet instant, j'avais négocié avec un frère pour qu'il me paye des études de maths sup en parallèle. Donc, première, 2e année, je faisais maths sup par correspondance. Et en 3e année, j'ai aimé la médecine, j'ai abandonné. Et du coup, vous avez quand même réussi à lier le côté ingénieur avec le côté médecine, vu que vous faites Alors, j'ai pas fait des études d'ingénieur. Mais vous avez réussi à lier quand même les deux, finalement. J'ai fini par rejoindre ça et allier les deux, parce qu'il faut dire que peut-être que c'est quelque chose que j'aime et que j'ai aimé depuis le début. Vous êtes du coup très actif dans le domaine de la télémédecine. Comment est-ce que vous êtes arrivé à être intéressé par ce secteur? Alors, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui pense toujours en dehors de la boîte. C'est-à-dire, j'essaye toujours de voir ce qui se passe autour et quand j'ai un problème, trouver des solutions, pas forcément là où je suis, mais des solutions externes qui peuvent régler un problème. Et dans mon activité, j'ai été confronté à plusieurs patients que je prenais en charge qui venaient de l'étranger. Et quand je regardais, parfois il me manquait tellement d'informations, j'ai besoin d'avoir le médecin qui l'a envoyé, ou bien simplement le dossier médical est tellement incomplet, avant que le patient n'arrive, que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra lui faire. Donc, cela m'a amené à chercher des solutions. Et c'est ça qui m'a amené à créer mon premier dossier patient électronique, c'était en 2002, pour obliger les médecins à me donner l'information dont j'ai besoin en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, j'ai réglé ce problème. Après, je me suis retrouvé ici avec des patients que je gardais à l'hôtel alors qu'ils pourraient rentrer, mais simplement parce qu'ils ont besoin d'un examen qui, chez eux, prend trop de temps.
Donc, j'ai créé la télésurveillance cardiaque pour pouvoir avoir des ECG. Et la même chose, je voulais que le patient et mon collègue de l'autre côté puissent avoir de l'image pour qu'on puisse discuter. Et j'ai travaillé, j'ai fait le traitement de l'image médicale dans tous les canaux sans fil, donner une bourse à un étudiant pour le faire afin qu'on puisse partager. Moi, je savais pas que ça s'appelait télémédecine, hein. Je réglais mes propres problèmes et je vendais rien. D'accord. Du coup, vous êtes le pionnier en télémédecine en Afrique. Est-ce que vous pouvez expliquer avec des mots très simples cette discipline pour les gens qui ne comprennent pas? Alors, en fait, bon, dire que je suis pionnier, la télémédecine a existé avant que je naisse, mais bon, c'était pas vraiment une discipline, puis c'était plus expérimental qu'autre chose. En Afrique aussi? Déjà, ça existait déjà avant vous? Alors, en Afrique, je peux dire que ça a toujours existé. D'accord. Parce que quand on prend la définition de la télémédecine, pour moi, la définition, c'est la médecine à distance. OK. Si vous prenez votre téléphone au bout de la terre, vous m'appelez et vous me dites j'ai mal à la tête, je vous dis prenez de l'aspirine, je viens de faire de la télémédecine. Télémédecine, exactement. Donc, c'est vraiment la médecine à distance. Il ne faut pas qu'on se laisse embrouiller par des définitions toujours sophistiquées. Si vous prenez l'OMS, elle a sa définition. Vous prenez dans certains pays, chaque pays a sa définition. C'est la médecine à distance. Et quand on parle médecine à distance, là où on le fait le plus, c'est en Afrique. Parce que toute notre médecine, ça a toujours été à distance. Donc, en Afrique, ça a existé. Ça a toujours existé. Voilà. Et quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est que la télémédecine et plus particulièrement la digitalisation des systèmes de santé, c'est un avantage pour l'Afrique. Il ne faut pas qu'on attende de reconstruire tout ce qu'ils ont fait pour arriver là. Nous, on peut prendre le chemin court. Regardez les déserts médicaux, il y en a partout. Mais il n'y a pas de désert bancaire. Je suis au village, je peux envoyer de l'argent et recevoir de l'argent. Il n'y a pas de désert bancaire en utilisant les télécommunications. Pourquoi la santé ne suivrait pas cet exemple? Donc, il y a énormément à faire. Le défi essentiel, c'est une question d'organisation. Il faut une vision claire. Quand on a une vision claire de ce que je veux pour ma population et des hommes de valeur pour le mettre en place, après, la technologie va venir nous aider. Il ne faut pas avoir une vision technologie. On a une vision objective. Ce que nous, on veut pour nos populations et la technologie pourra intervenir pour faire ça. Donc, vraiment, les questions essentielles, c'est l'organisation, c'est la vision, c'est nos objectifs et les hommes qu'il faut. C'est ça qui va nous permettre, c'est ça les défis. En dehors de ça, le défi n'est pas technologique, le défi n'est pas financier. Mais à quel point est développée la télémédecine en Afrique? Je sais qu'en France, la télémédecine a été développée beaucoup avec le Covid. À quel point est développée la télémédecine? Alors, en réalité, il faut se dire que en Afrique, l'Afrique n'est pas un continent homogène. C'est très hétérogène. Quand vous allez du nord au sud, on n'a pas le même niveau de développement en matière sanitaire. C'est très, très compliqué. Mais en réalité, c'est le continent sur lequel il y a eu le plus d'expérience et de projets de télémédecine. C'est là où on a le plus utilisé les technologies pour les tester sur la santé. Donc, on a énormément de projets. Vous allez dans n'importe quel pays, il y a au moins une dizaine, une centaine de projets de télémédecine en cours. Mais chacun laisse derrière lui son échec. C'est tout. Parce que l'objectif a été défini ailleurs. Ce n'était pas l'objectif qui est visé par les populations. Donc, sinon, il y a énormément. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question d'organisation. D'accord, donc il y a une mise en place qui est en cours. Il y a une mise en place qu'il faut faire, il y a une réglementation qu'il faut faire, il y a des règles qu'il faut établir. C'est comme une maison, vous ne faites pas les fondations, vous faites le 8e étage. Bien sûr. Ça va s'effondrer, donc... il faut construire les bases pour pouvoir... Il faut construire les bases. Et du coup, vous pensez que la télémédecine pourrait être une réponse durable face au désert médical en Afrique? Absolument. Et je le pense et je le crois. Vous savez, depuis c'était les années 80, 1986 ou comme ça, l'OMS a décrété la santé pour tous en l'an 2000. D'accord. Santé pour tous d'ici l'an 2000, il disait. On est à plus de 50 ans après. On a l'impression d'avoir reculé, bien sûr. On a réussi à éradiquer des maladies comme la variole. On a réussi aussi à diminuer fortement la poliomyélite, même si ça reprend. Mais la santé pour tous, elle est toujours à chercher. On meurt toujours des maladies qu'on connaît très bien. On meurt de maladies nouvelles. On meurt de catastrophes naturelles. Oui. Donc, on est dans une situation où on a l'impression que c'est pire quand l'OMS décidait. Mais quand l'OMS l'avait décidé, ils se sont perdus dans des slogans
et dans des stratégies, d'abord stratégie de l'épidémiologiste, ensuite de l'administrateur, de l'économiste, où ils ont dit non, c'est soins de santé primaire, au point où j'ai rencontré des experts qui disaient que l'Afrique n'a pas besoin de médecins, il faut des infirmiers, c'est tout. C'est grave, ça. Ensuite, ils ont fait les districts, les autres, mais ça n'a rien abouti à rien. Avec les technologies aujourd'hui, l'objectif, c'est justement fédérer tout ça. Ne pas avoir une activité, l'expert de l'épidémiologie, c'est lui qui décide. Non, c'est tout le monde en fonction des intérêts de chacun. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que ces technologies, ils ont tellement miniaturisé les outils de diagnostic. Comme les téléphones, ils l'ont tellement miniaturisé et perfectionné qu'on envoie de l'argent avec dans le village. Donc, ces outils de diagnostic en médecine ont été également tellement miniaturisés qu'on peut se permettre d'installer des outils performants dans tous les villages. Ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques instants. Donc, c'est une chance pour l'Afrique. Mais, il faut l'organiser, sinon ça va devenir un danger public. Ça va devenir un gros problème parce que n'importe qui peut maintenant avoir accès. Hein. Vous allez dans n'importe quel village. Moi, je peux aller dans un village, je commande la morphine, je vais recevoir la morphine. D'accord, ok. Le ministère n'est pas au courant. Donc, il y a énormément de problèmes à gérer. C'est pour ça qu'il faut l'organiser, structurer et mettre des règles et en tenant compte de la déontologie dans chaque domaine. On parlait hors antenne des faux médicaments. Ça, c'est un gros problème. Vous savez, les faux médicaments, on peut dire qu'il y a deux types de faux médicaments. Quand on arrête quelqu'un qui vend des faux médicaments, on lui dit attention, ne recommence plus. On peut les prendre, on les brûle. Quand on arrête quelqu'un qui fabrique la drogue, il va en prison. Donc, il y a une bonne partie des narcotrafiquants qui se sont reconvertis en fabricant de faux médicaments. Ça coûte moins cher et c'est moins risqué. Et ça rapporte même plus que la drogue. Donc, il y a énormément de nouveaux fabricants. Ça, c'est les faux médicaments. L'autre version, ce sont des médicaments réellement faits par un laboratoire qui fabrique des médicaments, mais dont le système de contrôle qualité est sous contrôle. Donc, le système de contrôle qualité, quand il va dire ça, ça ne doit pas passer, en Europe, comme ça va en Afrique, on envoie. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de pouvoir contrôler. Et ça, c'est la faute des différents dirigeants. On a des laboratoires de santé publique, mais ces laboratoires n'ont aucun moyen, n'ont pas la capacité d'analyser et d'attester que ce médicament contient effectivement 500 mg au lieu de 200. Et ça, c'est un problème. Donc, ils sont énormément nombreux. D'autre part, normalement, dans les règles, la fabrication de médicaments a un processus qu'on doit pouvoir suivre, on doit pouvoir tracer depuis le principe actif jusqu'à la sortie. On doit pouvoir monitorer tout ce processus. Mais en Afrique, ça ne se fait pas. Les médicaments, il n'y a pas d'usine de production de médicaments? Alors aujourd'hui, il y en a, c'est l'Afrique du Nord qui en a fait. Il y a le Maroc qui a énormément d'usines de production, mais c'est des productions de génériques. Il y a au Nigeria aussi, ils en font. Il y a l'Afrique du Sud. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont commencé à produire des génériques. Mais là aussi, au niveau contrôle, ils ont tous des systèmes de contrôle qualité. Mais quand ça rentre dans les pays, le contrôle il est bâclé. Donc ça fait qu'il y a énormément de produits qui circulent. Aujourd'hui, nous, on essaye d'identifier ces produits-là, d'avoir la carte d'identité de chaque médicament qui rentre dans une pharmacie. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire. J'ai vu justement que vous avez commencé à faire ça. Combien de médicaments vous avez réussi à référencer? Actuellement, on a 1 200 000 médicaments qu'on a référencés, qui sont des médicaments qui existent dans le monde, mais qui sont de vrais médicaments. Génériques et non génériques. Génériques et non génériques. Dès l'instant où le générique est fabriqué par vous, il est différent du générique qui est fabriqué par moi. Parce que vous avez utilisé de la farine de blé pour faire quelque chose. Moi, j'ai utilisé de la farine de maïs. Donc, quelqu'un qui est allergique au blé, il ne pourra pas prendre votre médicament alors qu'on dit que c'est le même. D'accord. Voilà. La molécule, on différencie la molécule de la composition complète. De la composition des ingrédients. Il y a ce qu'on appelle les ingrédients à effet notoire et ceux qui ne le sont pas. Donc, ça fait que chaque médicament finit par être différent quand il est fait par un laboratoire différent, même si c'est un générique. Du coup, si on devrait définir les prochains défis pour la télémédecine et la médecine en général en Afrique, quels seraient-ils? Alors, les défis sont très simples. Pourquoi on meurt encore du palu? C'est connu depuis combien de temps?
Pourquoi on en meurt encore? Ensuite, la tuberculose. Pourquoi on continue d'en mourir? Donc, en Afrique, il y a des maladies qui font des ravages et qu'on peut traiter. Quand il y a eu le Covid, ça touche tout le monde. Même en Afrique, on avait la télémédecine qui permettait de traquer le Covid, de l'identifier et de mettre toutes les mesures qu'il faut. Pourquoi ça n'a jamais été fait pour le palu? Mais l'Afrique ne doit pas attendre qu'on vienne leur faire. Avec la technologie, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'attend pas que quelqu'un vienne nous faire. Parce que ceux qui viennent faire... Alors, en réalité, il y a beaucoup d'argent qu'ils mettent dans la santé. Mais avant que ça arrive, ça a tellement ruisselé ailleurs que sur 1 million qui est mis dans la santé dans un pays africain, il y a peut-être 100 000 qui arrivent. D'accord, ok. Donc, si on ne se prend pas en charge et qu'on attend, ça ne marche pas. On a des plans de santé, plan quinquennal, plan national de développement sanitaire et autres. Il faut que ça soit défini par nous. On a des experts pour ça. Mais des gens vont arriver, ah non, 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 ça il faut enlever, sinon on ne vous finance pas. Ça il faut enlever. Mais c'est quoi? C'est pour nous ou c'est pour vous? Oui. Donc on ne doit pas nous imposer des idées, des choses qui sont étrangères à nos besoins. On a défini et là, la technologie peut nous aider. Vous savez, quand le Covid, vous avez parlé du Covid, quand le Covid a commencé, on en parlait. Ça a commencé en Chine. Même dans des endroits comme ici, les gens diront oui, ils ont un système de santé qui est bizarre. Chez nous, on a un système qui marche bien, il n'y aura pas de problème et autres. Au même moment, j'allais au Mali, ils avaient commencé à séquencer. On me prend ma température à l'aéroport et celui qui prend la température était déjà ganté, masqué. On n'avait rien. Il n'y avait aucune alerte. Mais eux, ils étaient déjà préparés. Ils étaient déjà préparés. Ils se sont préparés. Ça veut dire qu'on a une expérience de la prise en charge de ce genre d'épidémie. On a des savoir-faire qu'on devrait enseigner aux autres. Mais on est toujours attentif, les autres viennent nous enseigner. Parfois nous enseigner sur ce que nous faisons. J'ai trouvé des réunions en Afrique quelque part avec des collègues qui étaient là sur le paludisme. Ils étaient tous dans la salle. Mais quand ils sont sortis, je dis, mais ce type n'a jamais traité un palud de sa vie. D'accord. Et c'est lui qui vient vous expliquer. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une transition en ce moment en Afrique? C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où il ne faut pas rater le coach. Avec la technologie. Parce que maintenant qu'on est dans une situation où la parole est libérée, il y a des choses qu'on dit ici, quand moi j'étais au lycée ou à l'université, quand on le disait, c'était la prison. Maintenant, on peut le dire. On a une liberté d'action. On a une liberté de concevoir nos plans. On a une liberté de choisir avec qui on veut le faire et comment on veut le faire. Il ne faut pas rater ce coche parce que tout le monde est en bouleversement et ça va se réorganiser. Et si on ne fait pas attention, on sera encore à la remorque parce qu'on aura trop attendu. Donc c'est le moment d'agir, c'est le moment de mettre des bases, c'est le moment d'avoir des objectifs, de les suivre et de les mettre en place. D'accord. Du coup, quand on parle des innovations, j'essayais de vous replacer sur les fiches médicales. Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier qu'un médicament est réel? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Au final, ça reste ça le problème concret. Les sanctions qui vont être données, ça c'est autre chose, mais le médicament en lui-même pour savoir, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs choses, non seulement le médicament lui-même, mais aussi la protection du patient, même en dehors du médicament, dans les erreurs médicales, dans les trucs comme ça. La technologie aujourd'hui nous permet d'avoir un dossier patient électronique unique, qui est partagé par tous et qui bénéficie à tous. À partir de là, on pourra savoir que même le bon médicament, ce bon médicament n'est pas bon pour vous. Immédiatement. Ça, c'est déjà un aspect. Quant au médicament, au faux médicament lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, un médicament, depuis la matière première jusqu'à sa sortie, est traçable. L'industrie pharmaceutique, ils sont obligés de fournir cette traçabilité dans un document et qu'on peut reproduire. Deuxièmement, tout médicament qu'on fabrique a fait la preuve de son efficacité. Et il a fait la preuve aussi de ses effets secondaires qui font qu'on a fait le rapport bénéfice-inconvénient et qu'on a estimé que c'est mieux de l'utiliser. Avec parfois des limites assez précises. Mais il n'est pas possible de mettre en place un QR code ou quelque chose qui permet... Justement, l'objectif, c'est de pouvoir retracer tout ça. Le QR code aujourd'hui ne permet pas, n'importe qui peut prendre un QR code, le reproduire et puis le coller sur n'importe quoi. Mais cette traçabilité qui existe là, elle peut être remontée à partir de la technologie. Peut mettre en place un système tel que je prends un médicament, je le filme, on me dit que c'est AstraZeneca qui l'a fait, je le scanne, AstraZeneca répond instantanément, ça ne vient pas de chez moi.
tout D'accord. simplement. OK. Donc ça, on peut le faire. Donc, Donc ça a déjà été, c'est déjà en place ou c'est un truc à alors mettre en place? nous travaillons beaucoup dessus. On travaille dessus. On est avec un certain nombre de laboratoires qui fournissent. C'est pour ça qu'on a les 1 200 000 médicaments qui Ouais. fournissent des informations qu'on récupère. On sait que c'est fabriqué où et c'est vendu dans quel pays et dans quel autre pays c'est Donc ça, c'est un vendu. logiciel qui est en développement actuellement et qui Alors, sera on a déjà une solution sur Apple Store que les gens peuvent télécharger, qu'on a appelé Word Drug, OK, qui permet de savoir tel médicament au Pakistan, à quoi il correspond, OK. comment il s'appelle là-bas et comment il s'appelle au Burkina, sur les 1 200 000. Ça, c'est déjà en place. Pour aider, ça c'était pour aider nos collègues parce que c'est une solution que j'avais inventée parce que quand les patients venaient, ils me disent, je prends tel médicament. Moi, je ne sais pas ce que c'est ce médicament-là. Ils Bien me sûr. donnent le nom. OK. Donc, on a commencé à travailler ça fait maintenant 15 ans. Et on a une base qui permet de les tracer et de pouvoir identifier le médicament. D'accord. Donc il y a des évolutions, de toute façon, qui sont en Ah, train d'être, oui, on mises n'arrête en jamais. place. On OK. n'arrête jamais. On va parler un peu de vous, du coup. Ah, Vous oui. êtes, chirurgien, du coup, Oui. de formation. Mhm, En quoi la télémédecine, mhm. aide à votre pratique? Est-ce que c'est un truc, qui est, Alors, moi, bon, ça fait maintenant un bout de temps, ça fait plus de 5 ans que j'ai arrêté la pratique chirurgicale pour me consacrer à cette technologie parce que quand on prend de l'âge, on tremble un petit peu. d'accord. Et celui qui est là, c'est quand même tout un monde, hein. Il y a des gens qui comptent sur lui. Et aujourd'hui, je vois que ça révolutionne même la chirurgie. OK. Pourquoi? On a la chirurgie micro-invasive, c'est-à-dire on n'ouvre plus grandement la chirurgie pour aller sortir un organe. Parfois, on utilise même la plupart du temps des endoscopes pour aller enlever quelque chose, c'est-à-dire on n'ouvre plus, on utilise les voies naturelles. Il y a tout ce qui est qu'on appelle la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire on vous opère par radio. D'accord. La radio est là, on met juste une perfusion avec une veine ici, on suit la veine et on va jusqu'au cœur pour aller arranger quelque chose, ou bien jusqu'au cerveau pour aller arranger une veine qui n'est pas accessible. Ensuite, on a la robotique aujourd'hui en chirurgie, où c'est le robot qui opère. Il peut opérer ici pendant que moi, ici, de l'autre côté, c'est encore très cher. Mais l'avantage, c'est que quand on dit à un robot de passer à un demi-millimètre, il passe à un demi-millimètre, hein. Ouais. Alors que moi, on me dit de passer à 1 millimètre, Ouais, c'est difficile. mais du coup, là, en télémédecine, moi, j'ai vu qu'il y a des médecins qui opèrent des patients à distance. Oui, ça Ça c'est commence la la téléchirurgie. téléchirurgie et du Mhm. coup, c'est en train de se développer en France, en Afrique, c'est quelque chose Ça qui est se en cours? développe, mais ça reste très cher. Ça reste un OK. Pourquoi? Parce que en fait, le robot est avec le patient Ouais, et le médecin est loin. Mais c'est tout un programme qui a été fait. Sur la base des images qui ont été faites, de scanners, des IRM, des autres, on a programmé l'intervention. Donc, on programme le robot et l'autre qui est de l'autre côté, il dit au robot, faut passer tel endroit, tel endroit. Mais quand on fait ça, il faut être sûr qu'il n'y aura pas de coupure de courant. Il faut être sûr que la ligne ouais, Internet téléphonique qu'on utilise, il n'y aura pas d'artefacts. Et donc, on les double, parfois on les triple. Et ça coûte très cher parce qu'il faut la réserver exclusivement à cette intervention. Et d'accord, OK. donc, ça coûte horriblement cher. Ça ne peut pas se, Se tout de suite démocratiser tout de suite, ouais. se démocratiser tout de suite. On entend de plus en plus parler de l'IA. Oui. Est-ce que l'IA est quelque chose, qui est utilisé en médecine? Et si oui, Alors, comment? l'IA me fait peur. D'accord. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, même dans la médecine. Tout ce qui est analyse de données, interprétation et décision, ça va disparaître avec l'IA. D'accord. C'est extrêmement performant et donc il faudra y réfléchir et éventuellement réorienter nos conceptions, nos systèmes de santé. Et il faut aussi s'approprier cette technologie, être là, ne pas attendre, parce que sinon ça sera grave. Vous imaginez, en médecine, c'est ça. Personne n'est roi, en fait. Même quand il y a des gens qui se prennent pour Dieu parce que, ah oui, moi je suis. Personne n'est roi. La médecine, c'est un travail d'équipe. D'accord. Et on est plus intelligent dans plusieurs têtes. Et l'IA, c'est des milliards de personnes, de milliards de spécialités qui réfléchissent sur la même question au même moment. Donc, ils vont battre n'importe quel spécialiste. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention. OK. Et on va parler du coup, on a commencé à parler de la chirurgie, je suis arrivé sur l'IA rapidement.
En tant que chirurgien, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, un souvenir ou une mission médicale qui vous a marqué, que vous voudriez partager avec nous? Waouh! Il Ça y a reste il y a quelque chose qui m'a marqué en matière de chirurgie, une intervention qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, je pense dans mon et ça m'a éduqué. Alors, c'est très simple, j'étais en chirurgie urologique infantile. J'ai fait beaucoup d'urologie infantile. Avec le patron, le chef de service, on consultait. On consultait avec le chef de service. Il y a une dame qui nous a été évacuée de loin, qui est venue avec son enfant pour ce qu'on appelle ça syndrome de jonction. Syndrome de jonction, c'est une malformation à la sortie du rein, entre d'accord, l'urétère et puis le tuyau qui descend, c'est mal la boucher. Et on l'a vu, bon, je dis au patron, on le met au programme, on va l'opérer. Il dit non, non, non. Il faut lui faire un IRM, un scanner, Uroscan. Je dis, ah bon, pourquoi? Il a déjà venu avec ses diagnostics. Il dit, non, 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 fais-lui un Uroscan. Je lui fais. Semaine prochaine, elle revient avec l'Uroscan, il regarde. Je dis, bon, on le met en L'Uroscan répond, syndrome de jonction. OK. Je dis, bon, on le met au programme. Il dit, fais-lui une scintigraphie. Je dis, mais monsieur, une scintigraphie pour ça? Il dit, oui. Je dis, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, sa tête ne me plaît pas. Ah bon? Je dis, la tête de qui? La tête de l'enfant. Sa tête ne me plaît pas. Je dis, ah bon? Je dis, bon, d'accord, je fais. Ça revient syndrome de jonction. Encore une fois. Il me dit, bon, mets-le au programme. On le met au programme, on arrive. Donc, j'opère avec lui. Il l'opère, on rentre, tout. Brusquement, il s'arrête, il me regarde, il dit, tu vois ce que je vois? J'ai dit, oui, je vois. C'est une tumeur. Ce n'est pas du tout un syndrome de jonction. Donc, on est très mal Mmh. parti. C'était un enfant qui avait 4 ans. On est très mal parti. La technique est mauvaise. L'incision est mauvaise. Et ce qu'on a fait est très grave. Il faut changer tout. Donc on l'a retourné rapidement comme une crêpe. Et puis il a pris des clans, clac, clac, on a sorti la tumeur. Mais quand on sort la tumeur, Mmh. l'anesthésiste nous dit que j'ai pas de pouls. Aïe. On regarde, en fait, la tumeur avait enveloppé l'aorte, l'avait tiré comme ça. Donc on a coupé toute l'artère centrale qui irriguait tout le bas. On dit, ben, l'aorte. On regarde. Il me dit, bon, va disséquer l'aorte. Parce qu'il faut une prothèse. Et on n'a pas le temps d'attendre qu'une prothèse vienne. Tu me dissèques l'aorte, tu la sors. Et lui, il prépare, j'ai disséqué l'aorte, on est venu remettre. On a réussi à le faire en 1h40. D'accord. En 2 heures, c'était foutu. Quand on a fini, on t'a arrêté, je fais ouf. Il dit, il n'y a pas de ouf. L'artère rénale, elle est où? Et la mésentérique. Alors là, on était découragés. D'accord. Mais bon, on ne pouvait plus faire autrement. Au moins, le pouls avait repris. L'irrigation passait. On l'a évacué d'urgence dans un très grand service de réanimation pédiatrique. Le lendemain matin, moi, je dis, il faut que je passe là-bas. Je ne travaillais pas dans cet hôpital, mais il faut que je passe là-bas. Je suis arrivé là-bas à 6h30, j'ai vu mon patron, le chef de service, assis au lit D'accord, il était de déjà sur l'enfant. place. Ah, ça m'a marqué. Et depuis ce temps, je me rappelle de tout le temps de ce qu'on dit. On n'opère pas des images, on opère quelqu'un. Mmh. Comment se fait-il que 3 grands spécialistes avec des appareils sophistiqués se sont tous trompés D'accord, et nous ont mis... Donc la technologie, elle a aussi des limites. Et jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, il avait convoqué bien sûr la famille, il leur a expliqué tout. La famille a dit non, nous on a vu tout ce que vous avez fait, comment vous vous êtes battu pour notre fils. C'est comme ça. et le garçon s'en est sorti? Il s'en est sorti, mais ils ont été obligés de l'autre côté de lui enlever une partie du côlon parce qu'effectivement l'artère mésentérique était partie. Et puis il avait perdu un rein Aïe, OK, d'accord. dans ça qui avait nécrosé parce que l'artère rénale avait été bousillée, mais finalement il s'en est sorti. D'accord, OK. Donc cette intervention jusqu'aujourd'hui, je me Reste dans rappelle de tous les gestes. d'accord, OK. Ouais, c'est quelque chose qui t'a marqué du coup? Vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'a marqué en Ouais, médecine, mais ouais, bien sûr, ouais, ça je peux comprendre. Est-ce qu'on peut parler de votre association, Nazunki? alors finalement c'est pas une association, c'est une société, une SAS. D'accord. Parce on avait créé l'association, ça c'était en 1985, 90, on avait créé l'association des médecins d'Afrique, et au sein de laquelle j'ai voulu développer cette activité, mais bon, ça ne marchait pas parce que le gars, il est de garde, il descend, on lui demande de faire ça, c'est bénévole, c'est mal fait. Donc j'ai créé, avec d'autres collègues, on a créé une société privée D'accord. pour mener nos activités dans ce sens-là. Aider les gens à se soigner correctement et développer des solutions de télémédecine, de télésanté, de Donc vous gardez distance. le côté, humanitaire? Ah oui, on garde beaucoup
beaucoup de côté humanitaire parce que euh, on est dans la médecine, on est dans la santé. D'ailleurs, mon expert comptable m'a dit, toi, tu es quel homme d'affaires, tu n'aimes pas l'argent, tu tues même ton activité. Oui, oui, le jour où je n'aurai pas besoin que quelqu'un quitte ailleurs pour venir se soigner ici, je serai content. D'accord. Donc, Donc c'est une société, mais ça reste quand même. ça reste humanitaire, on n'est pas riche. D'accord. Mais on est riche de relations, on est riche de connaissances, on est riche de plusieurs personnes qui nous remercient. C'est ça la richesse. Tout à l'heure, on parlait hors antenne, vous avez dit que vous avez aussi travaillé en Inde. Qu'est-ce que vous avez... Ah oui, bon, en fait, quand je développais ces solutions-là, j'ai commencé par des experts. Il y avait ici, un expert ici, et puis un expert sur Canada-Oman, parce que c'est un pays qui avait depuis longtemps révolutionné la santé par les technologies. C'est pas connu, mais ils ont fait beaucoup là-bas. D'accord. Donc, et comme j'allais là-bas pour les aider un peu, donc j'ai fini par, ça m'a aidé aussi. On s'aidait. Donc, à partir de là, et vous savez, là-bas, il y a beaucoup d'Indiens. D'accord. Des Indiens qui travaillent et tout. Et donc, on avait deux ingénieurs indiens qui travaillaient avec nous là-bas et qui, après 20 ans, ont décidé de rentrer en Inde. Donc, on les a accompagnés et j'ai créé un bureau en Inde pour eux, pour ces deux-là, et on en avait jusqu'à 20 ingénieurs indiens là-bas qui travaillaient pour nous. C'est comme ça que j'ai développé mes différentes solutions. D'accord. Des solutions de gestion d'hôpital, des solutions de dossiers patients électroniques, ensuite des solutions de gestion de laboratoire d'analyse médicale, de gestion de pharmacie ou tous les diagnostics à distance, c'est des choses qu'on a fait quand je travaillais avec eux. Vous avez fait des développements là-bas en Inde. On a fait beaucoup de développement là-bas pendant des années. Et ça m'a donné de l'expérience. Et maintenant, on essaye de transférer aussi en Afrique, où on a commencé à mettre en place des unités, des jeunes, pour reprendre le relais. J'ai l'impression que c'est un peu plus difficile en Afrique. Les jeunes veulent aller très vite. Okay. Dans quel sens? Alors, il y a plusieurs sens. Bon, on en a trouvé quelques-uns, mais on a laissé des plumes à plusieurs endroits. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui sont orientés business et argent tout de suite. Donc ça, je dis, n'allez pas trop vite, c'est pas pour ça. Si vous voulez de l'argent tout de suite, allez dans les banques, les finances, vous allez faire ça et puis vous faites de l'argent, vous faites du trade et puis vous aurez de l'argent tout de suite. Mais là, c'est pas ça. Donc on a abandonné beaucoup. Et deuxièmement, il y en a qui sont, ça c'est un reproche que je leur fais, ils sont orientés technologie. Okay. Ils veulent technologie. Ah, ça fait technologie. Je dis non. Qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Il faut savoir qu'est-ce que je veux faire et quel problème je veux régler avant de t'intéresser à la technologie. Sinon, si c'est ça, tu n'arrêteras jamais. Parce qu'en médecine, tous les jours, il y a du nouveau. En technologie, tous les jours, il y a du nouveau. Alors, si tu veux la dernière technologie, tu n'es pas sorti. Et ça, c'est un des reproches, c'est-à-dire ils veulent tout de suite et ils sont trop orientés technologie plutôt que de focus sur le problème à régler. Ça, c'est des inconvénients. Si vous deviez donner un conseil à des jeunes africains qui souhaitent se lancer dans la médecine ou l'innovation de santé, vu qu'on est dans une période où il y a des grands changements en Afrique, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Alors, je les encouragerais. Face caméra. J'encouragerais les jeunes à s'y lancer, aussi bien dans la médecine que dans la technologie appliquée à la médecine, la digitalisation des systèmes de santé. En vous y lançant, il faut toujours vous dire que c'est un chemin qui est très long. Faut pas partir en disant je rentre dans ça, j'aurai de l'argent demain. Ça va vous amener dans le décor parce que vous allez faire des choses qui ne sont pas vraiment médicales, mais qui sont orientées finance et gain. Donc, il y a ça. Et deuxièmement, il faut que vous arriviez aussi à convaincre les autorités et à discuter avec eux et à leur apporter des preuves, ce qu'on appelle l'évidence, pour qu'ils s'engagent, vous supportent et vous suivent dans ce que vous voulez faire. Sinon, tout seul et isolé, vous n'arriverez à rien. D'accord. Du coup, on va terminer cette interview avec un format un peu plus léger. Je vais vous poser quelques questions. Oui. Vous me répondez très rapidement. Très rapidement. Très rapidement, Oui. en un mot, en une phrase. On n'a pas besoin d'argumentaire. Bon. Si vous n'étiez pas médecin, quel métier auriez-vous choisi? Ingénieur de l'aviation civile. Voilà, aussi rapide que ça. Une habitude ou un rituel que vous avez
Avant une intervention chirurgicale. Donc Je ça, c'est chante, vous chantez? oui. Avant D'accord. une intervention, avant de rentrer, je chante. Ça me... Ça vous détend? Ouais. Votre plus grande fierté dans votre parcours? Fierté, ça veut dire qu'on a fini. Et j'ai pas fini. Mais fierté, c'est quand même d'avoir réussi à faire des dossiers patients électroniques qui sont utilisés et utilisables et dont les gens sont contents. D'accord. Donc, je suis fier d'avoir réussi ça, qui est utilisé dans différents pays. J'en suis fier. Un pays où vous aimeriez exercer, la médecine en dehors de la France et de l'Afrique, bien sûr? Cuba, Cuba? ouais. Pourquoi Cuba? Je sais qu'on n'est pas censé argumenter, mais du coup, ça m'intéresse. Cuba, ils ont eu pendant longtemps le meilleur système de santé au monde. D'accord, Je ne parle pas de meilleure santé de médecine, mais meilleur système de santé au monde. d'accord. Ils fournissent à toute l'Amérique latine, y compris le Brésil et autres, les meilleurs médecins. Meilleurs médecins, meilleurs chirurgiens et autres. Eh ben, c'est Cuba qui fournit OK, intéressant. ces ressources humaines-là. Donc, j'aurais aimé exercer là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Et on va terminer, un livre ou un film qui vous a marqué dans votre vie? Roots, Racine, Kunta Kinte. D'accord, c'est un film de? C'est un film c'est sur l'esclavage. C'est un esclave qui avait été arrêté et qui s'est révolté pendant tout le temps. On a beau l'enchaîner, on a beau le matraquer, il se révolte toujours, il veut rentrer. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, ça me montre la puissance du mental chez l'homme. Comment il peut résister à toutes ces douleurs, à tout ça, et parce qu'il a un objectif devant lui. Et ça, ce film m'a marqué. D'accord. Merci beaucoup, docteur Noumou. On va juste conclure, face caméra. Si vous aimeriez passer, ou transmettre un message, aux personnes qui nous regardent et si, vous pouvez dire où est-ce qu'on peut suivre vos travaux? Alors, ceux qui me regardent, en particulier les professionnels de la santé, je voudrais leur dire qu'il faut s'intéresser à la digitalisation de toute votre pratique. Digitalisation, si vous êtes médecin qui consultez dans un cabinet, digitalisez votre cabinet. Vous êtes pharmacien, digitalisez-le. Il faut vous y intéresser, sinon vous serez mis à l'écart. Et pour ceux qui, si vous êtes intéressés, on peut vous aider à le faire, à digitaliser vos différentes solutions, vos différentes structures, votre fonctionnement. Alors, maintenant, où on peut trouver ce que je fais, je vais dire une chose, c'est que pendant longtemps, on n'a pas fait de pub. Et on ne faisait pas de pub. Ça, c'est notre culture de médecin francophone où la publicité est interdite. D'accord. Donc, on n'en parlait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait que toutes mes inventions, ça a toujours été du bouche à oreille. D'accord. C'est utilisé un peu partout, hein, mais c'est du bouche à oreille. Ils vont voir et puis ils disent, ouh, tu as eu ça, et on m'appelle et puis bon, on met en place. Mais les gens peuvent aller sur notre site aussi, nazonki.org. On a mis quelques informations là-dessus. Et puis, bien sûr, avec vous, parler d'experts. Bien sûr. On peut avoir des informations. On est à disposition de tous ceux qui le souhaitent et qui souhaitent mettre des choses qui vont dans la digitalisation de la santé. On est à disposition. On peut les aider à mettre des fondations solides. Et puis après, ils continuent, ils font ce qu'ils veulent en fonction de leurs besoins. Génial. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expertise et votre vision de l'avenir de la télémédecine en Afrique. Il est évident que la télémédecine est un levier puissant pour transformer les systèmes de santé en Afrique et votre travail contribue à rendre cet avenir possible. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets à venir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Parole d'experts. À très bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes avec des experts qui façonnent le monde de demain. Merci beaucoup.